le dernier. Je dirais le grand vide, notre hôte. Je ne me souviens pas précisément de quand cela a commencé. C'était il y a des mois. La tension générale était horrible. À des mois de perturbations politiques et sociales s'ajouta une étrange et grandissante appréhension d'un danger physique et hideux. Un danger qui s'étendait, embrassait tout. Un tel danger qu'on ne peut l'imaginer que dans les plus terribles hallucinations de la nuit. Je me souviens des visages progressivement blêmes et troublés des gens alors. Des avertissements chuchotés, de prophéties que nul n'osait consciemment répéter ou s'avouer à lui-même qu'il les avait entendues. Une idée de faute monstrueuse répandue dans tout le pays. Et des abysses entre les étoiles levaient des courants glacés qui faisaient trembler les hommes dans les lieux solitaires et sombres. Puis advint une démoniaque altération de l'ordre des saisons. L'automne avait persisté effroyablement, et chacun ressentait que le monde et peut-être l'univers étaient passés du contrôle des dieux connus ou du pouvoir de ces dieux à des forces inconnues. Et c'est alors que Nyarlathotep sortit d'Égypte. Qui il était? Personne pour le dire. Mais il était de leur vieux sang natif et ressemblait à un pharaon. Les paysans s'agenouillèrent quand ils le virent, mais n'auraient su en dire le pourquoi. Il dit qu'il s'était levé depuis l'obscurité de 20 siècles, qu'il avait entendu les messages de lieux plus loin que nos planètes, et dans les lieux de civilisation arriva Nyarlathotep. La peau bistre, émaciée, sinistre. Achetant partout d'étranges instruments de verre et de métal pour les assembler en des instruments plus étranges encore. Elle parlait beaucoup de science, d'électricité autant que de psychologie, et de ses pouvoirs représentaient des spectacles qui laissaient les spectateurs sans voix et enflèrent sa célébrité à une ampleur excessive. Les hommes se recommandaient les uns aux autres d'aller voir Nyarlathotep et tremblaient. Et où paraissait Nyarlathotep finissait la paix parce que les aubes s'emplissaient des hurlements du cauchemar. Jamais auparavant, les hurlements du cauchemar n'étaient devenus un problème public. Mais désormais, des hommes sages voulaient qu'on puisse interdire le sommeil aux heures de l'aube. Et que les cris dans les villes ne perturbent pas si horriblement la lune pâle et ayant pitié brillant sur les eaux vertes et lourdes sous les ponts où les vieux clochers mi-écroulés se détachant sous le ciel gluant. Je me souviens de quand Nyarlathotep arriva dans ma ville, la grande, la vieille, la terrible ville de crimes innombrables. Mes amis m'avaient parlé de lui. Et sa fascination impitoyable, et ses révélations hypnotisantes, et je brûlais d'impatience pour explorer ces mystères extrêmes. Mon ami m'avait prévenu que ce serait horrible, que cela impressionnait au-delà des imaginations les plus fiévreuses, mais que ce qui était projeté sur un écran dans l'obscurité de la salle n'était pas de simples prophéties, mais ce que Nyarlathotep osait prophétiser. Et quand, dans le ressassement de ces lueurs reçues d'hommes desquels jamais auparavant on ne les avait obtenues, et que maintenant les yeux seuls voyaient,
Et j'appris qu'on cachait à l'étranger que ceux qui connaissaient Nyarlathotep voyaient des images que les autres ne voyaient pas. C'était dans cette chaleur de l'automne que je descendis dans la nuit parmi la foule sans repos pour aller voir Nyarlathotep dans une nuit étouffante et par les escaliers sans fin jusqu'au suffoquement de la salle. Et dans les ombres de l'écran, je vis des formes encapuchonnées parmi des ruines et de jaunes visages diaboliques entreaperçus derrière des monuments écroulés. Et je vis le monde se battre contre les ténèbres, comme les vagues contre les vagues de destruction venues de l'espace ultime, tourbillonnant, bouillonnant, combattant sous le soleil, faiblissant et se refroidissant. Alors ces lueurs vinrent jouer de façon surprenante tout près de la tête des spectateurs, et leurs cheveux se hérissèrent, tandis que des ombres encore plus grotesques que je ne puis dire surgirent pour danser sur leur tête. Et quand moi-même, plus impassible, d'esprit plus scientifique que tous, osait murmurer une protestation à cause de cette imposture due à l'électricité statique, Nyarlathotep nous conduisit au dehors, par des escaliers vertigineux, dans les rues à minuit, brûlantes, désertes, et je criais à haute voix que cela ne m'effrayait pas, que rien ne pourrait m'effrayer, et d'autres crièrent comme moi pour leur réconfort. Nous nous jurions les uns aux autres que la ville resterait exactement la même et vivait encore. Et quand les réverbères électriques commencèrent à s'éteindre, c'est la compagnie électrique que nous maudîmes, riant et nous moquant de nos expressions stupéfiées. Je crois que nous percevions comment quelque chose tombait de la lune verdâtre, parce qu'à mesure que nous entrâmes dans sa lumière, nous nous disposâmes en curieuses formations involontaires qui semblaient connaître leur destination, même si nous n'aurions pas osé nous les formuler. En cherchant à regarder l'horizon, plus possible de trouver la troisième tour sur la rivière, et nous remarquâmes que la silhouette de la deuxième tour s'effaçait à son sommet. Alors nous nous séparâmes en colonnes étroites. Chacune d'entre elles aspirait dans une direction différente. L'une disparut dans une allée étroite sur la gauche, ne laissant plus que l'écho d'un gémissement odieux. Une autre s'enfonça dans une entrée souterraine, dissimulée par des ronces. Et ce qui nous en parvint fut un rire fou. La propre colonne s'étira dans la plaine ouverte. Et nous sentîmes à cet air glacé qui n'était pas celui de notre automne brûlant. Parce qu'à mesure que nous suivions cette lande sombre, nous sentions autour de nous cette lune diabolique annoncer les neiges. Des neiges sans origine, inexplicables, balayées depuis une seule et unique direction, où s'ouvrait un abîme encore plus sombre hors ces murs étincelants. Je traînais à l'arrière, parce que la faille noire dans la brillante neige verte était effrayante et qu'il me semblait avoir entendu les réverbérations d'une plainte inquiétante à mesure que mes compagnons s'évanouissaient. Mais ma possibilité de faire traîner était faible. Comme si, attiré par ceux qui étaient partis en avant, je flottais à demi entre les congères neigeuses titanesques, frissonnant et terrifié dans le vortex aveugle de l'inimaginable. Sensible à en crier, délirant en stupeur. S'il y a des dieux, eux seuls savent. Une ombre malade et douée de sensations, se tordant dans des mains qui n'étaient pas des mains, et mise en tournoiement à l'aveugle dans cette épouvantable nuit d'une création pourrie, avec les cadavres de mondes morts et des plaies là où étaient les villes, et des vents de chair qui balayaient les étoiles blêmes et les laissaient vacillantes. Au-delà des mondes, les vagues fantômes de choses monstrueuses. Les
colonnes devinées de temples profanés, abandonnés sur des rocs sans nom, plongeant dans des vides vertigineux parmi les sphères de lumière et de ténèbres. Et parmi ce cimetière révoltant de l'univers, le battement étouffé est à vous rendre fou de tambour. Et le mince, monotone sifflement de flûte blasphématoire venu de chambres inconcevables et noires au-delà du temps. Le martèlement et les flûtes sous lesquelles dansaient lentement, maladroitement et absurdement les gigantesques ténébreux dieux ultimes. Les gargouilles muettes, aveugles et imbéciles dont l'âme est Nyarlathotep. Texte écrit un matin de 1920 par H.P. Lovecraft, donc au tout début de ses fictions, à la suite d'un rêve dans lequel son ami Loveman lui enjoint d'aller écouter un conférencier qui projette des films et propose des expériences scientifiques. À la fin du rêve, cauchemar, tôt dans la première phase de la nuit, vers minuit, Lovecraft se réveille, dit-il, en hurlant, mais sa tante dans la chambre à côté n'a pas entendu crier. Il se lève et commence aussitôt à rédiger en prenant comme tout premier mot Nyarlathotep, the calling cause, and the last one, I will tell. The audient void. Des mots qui, dit-il, qu'il se remémore depuis l'intérieur même du rêve. Dit que les deux derniers paragraphes sont pure logique et construction littéraire, tandis que ce qui lui importait, c'était de capter cette espèce d'angoisse, d'appréhension générale sur la ville. En tout cas, c'est le seul texte où, dans une fiction de Lovecraft, on va au cinéma. Et vous avez vu ce qui se passe dans la salle du cinéma. Les lumières qui jaillissent viennent sur la tête des spectateurs. Et à ce moment-là, celui qui présente le film emmène le spectateur à travers l'écran dans ces mondes inconnus. Merci à tous. Vous trouverez un lien ci-dessous. J'ai mis en ligne la version intégrale de ce que je viens de lire, plus le récit que fait Lovecraft, son ami Reinhard Kleiner, du rêve qui a précédé, et puis quelques petits éléments sur ça, sur le rêve et l'écriture chez Lovecraft, sur Lovecraft et le cinéma, sur le contexte biographique aussi. Cette période où sa mère est hospitalisée, mais elle ne reviendra jamais de l'hôpital, et paradoxalement, c'est une période un petit peu de libération pour lui-même. C'était l'instant Lovecraft. Merci.